Bonjour. Cette nouvelle série va nous permettre d'en finir, une bonne fois pour toutes, avec le mythe de l'indéfectible entente entre les deux grands alliés de la Première Guerre mondiale, les empires français et britanniques. Nous savons aujourd'hui, et vous avez pu le vérifier en consultant les films de la série Une guerre d'empire, que, loin de l'image d'Épinal montrant une alliance sans faille entre les deux démocraties, elles étaient en réalité à couteau tiré depuis le traité de Versailles. Il nous reste donc à dévoiler les innombrables coups tordus qui vont se jouer avant puis pendant la Seconde Guerre mondiale. Car ne l'oublions pas, le principe des historiens en colère reste toujours de démontrer, archives à l'appui, que la théorie de la trahison, donc celle du complot international, n'est pas qu'une simple théorie de plus, mais une vérité vérifiable aussitôt que l'on extirpe des oubliettes de l'histoire les innombrables archives que les théoriciens du Blitzkrieg y ont allègrement jetées. Ce sont ces archives qui, une fois encore, vont guider notre enquête dans le dédale de ce que j'avais qualifié d'amitié haineuse ayant présidé aux relations entre les deux plus grands empires mondiaux. Une rivalité ayant cette fois pour enjeu le contrôle de l'Union européenne à tendance fasciste. Nous sommes donc ici à la croisée des chemins, puisque nous connaissons déjà le mauvais coup ultime joué par la France à son allié, une trahison militaire qui aurait dû permettre un renversement d'alliance. Ce qui, dans l'esprit des impériaux français, signifiait, après l'invasion de la Grande-Bretagne, à la fois la fin de l'Empire britannique, le partage de ses territoires et colonies, puis l'alliance entre les deux grandes puissances européennes, l'Allemagne et la France. Ceci afin de permettre à leur cartel de combattre économiquement l'Empire américain, bien isolé après la défaite britannique. Le plan était simple, les objectifs des traîtres français évidents. Il ne s'agissait pas avant tout d'abattre la République, mais essentiellement de s'en débarrasser afin de réaliser cette grande Union européenne fasciste qui se préparait depuis 20 ans et qui avait finalement réussi à supplanter la belle Europe républicaine des origines. Nous sommes donc bien ici à un moment crucial de notre enquête, puisque, d'une part, vous avez compris pourquoi cette Union européenne était indispensable, et d'autre part, pourquoi le grand capital européen n'avait pas d'autre choix que de jouer avec les cartes qu'on lui avait données, la lutte idéologique. Et nous reviendrons logiquement à cette opposition dont je ne cesse de souligner l'importance majeure entre démocratie à la sauce ketchup et démocratie républicaine. En effet, outre les enjeux économiques et impériaux, cet enjeu idéologique est loin d'être négligeable puisqu'il révèle une mésentente profonde, systémique, entre les deux empires, même si de part et d'autre, on trouve certaines personnes naturellement attirées par la conception du voisin. En France, la droite radicale, qui comprend parfaitement la logique du « chacun pour soi et Dieu pour tous », et en Grande-Bretagne, les socialistes et anti-royalistes, qui adhèrent tout naturellement à la conception républicaine de la démocratie. Et bien sûr, ce brassage soigneusement entretenu entre les deux conceptions n'est pas innocent, car il officialise en quelque sorte la confusion des esprits en permettant aux historiens et intellectuels d'écarter cette différence essentielle entre les deux formes de démocratie, ce qui favorise l'amalgame nécessaire à la thèse officielle de l'entente cordiale entre les deux grands empires. En effet, pour les soutiens de la thèse de l'illogisme, il ne faut surtout pas dévier de cet autre pilier du culte, selon lesquels les deux empires auraient été unis par les mêmes idéaux démocratiques. Puisque dans le cas contraire, s'il y avait réellement cette dichotomie profonde entre les deux conceptions, une trahison devenait possible.
C'est sur cette négation fondamentale que repose toute la dramaturgie du conte de fées. À partir de ce pilier du mensonge d'État, qu'il devient quasiment impossible d'imaginer que les Français auraient pu trahir l'idéal démocratique, censé être le tronc commun des deux démocraties, ce qu'elles étaient censées défendre. Et dans le même temps, on oublie allègrement les données économiques qui pourraient contrarier cette belle ordonnance. En résumé, les troubadours du conte officiel refusent tout simplement d'admettre que cet idéal n'est pas le même. Ceci, même si l'outil, donc la démocratie, donc le droit de vote, reste le tronc commun. On confond volontairement l'outil et le but, donc l'outil et l'idéal, ce qui permet de prétendre avoir le droit de négliger les enjeux économiques, jugés négligeables, en considération de celui imposé comme majeur d'une lutte des démocraties contre les forces du mal. Il est donc temps de dénicher les preuves de la parfaite ordonnance de ce complot international fomenté par le grand capital noir, apatride, adepte de la démocratie du chacun pour soi et de la liberté d'écraser les plus faibles au nom du principe darwinien du « le plus fort gagne ». Non plus seulement dans les turpitudes de la trahison militaire de mai-juin 40, mais également dans toutes celles que nous pourrons découvrir en considérant la période de la drôle de guerre, puis celle de la collaboration franco-allemande sous l'occupation. Car là encore, les preuves d'une entente fondamentale entre la France et le Reich abondent. À bientôt donc, peut-être, si les grands censeurs nous laissent la parole.